Georges Seurat naît dans une famille parisienne relativement aisée. Son père travaille comme huissier de justice à la Villette, puis comme spéculateur immobilier, et sa mère vient d'une famille de bijoutiers et d'artisans. Ils vivent séparés et ils vivent de leur rente essentiellement, si bien que Georges n'eut jamais de soucis financiers dans sa courte vie. Il mène une enfance solitaire avec sa mère, étant donné la différence d'âge avec sa sœur et son frère. Il va à l'école municipale de dessin, puis il est admis aux Beaux-Arts en 78, il a 18 ans. L'enseignement académique se focalise alors sur le dessin, la pureté de la ligne, la copie des sculptures gréco-romaines, et Seurat apprend ainsi à composer ses toiles avec un grand raffinement, inspiré par la peinture italienne du XVIIe. Il intègre donc le néoclassicisme, il l'intègre pour mieux s'en émanciper plus tard. C'est un élève déterminé. Ses études de nu et ses copies d'Ingres se révèlent remarquables. Il dessine des Raphaël, des Poussin, des Michel-Ange, des Bellini. Hélas, il reste peu de choses de cette période, mais suffisamment pour deviner un artiste méticuleux et acharné. D'ailleurs, il passe le plus clair de son temps à la bibliothèque, emmagasiner toutes les infos utiles, il lit et relit des traités sur la couleur, il copie aussi du Delacroix, dont l'énergie des toiles le fascine à juste titre. Il explore en profondeur les techniques de couleurs non mélangées et appliquées par petites touches que Jeanne Delacroix affectionne. Cette complémentarité des contrastes, alliée au procédé des hachures, sera la base de sa réflexion sur la peinture et le dessin. Il restera toujours attaché aux règles classiques d'équilibre et de tempérance. En 1879, il découvre les impressionnistes lors de leur 4e exposition indépendante. Dans quelle mesure ça l'a marqué, on ne sait pas bien. L'histoire est parasitée par les réécritures a posteriori. Il va en tout cas passer 1 an en service militaire, puis 2 années seul dans son petit atelier parisien à élaborer des études à l'huile sur toile. Ce qui frappe tout de suite, c'est le changement radical de style et de conception même de la peinture, de ce que ça doit être de peindre. Il traite ses motifs comme indépendants de tout réalisme. Il représente des paysans au travail, impersonnels, ils sont tout le monde et personne. Ils évoluent dans un déluge de couleurs extrêmement fins. Il a su sublimer cette vibration de la couleur découverte chez Delacroix et sans doute chez Claude Monet. La simplification de ses compositions confère une puissance surprenante à ces images populaires. Dans Le Faucheur, on pense à Millet. C'est une huile sur bois, sans doute peinte en extérieur. Il effectue un geste solide, une composition très architecturée, dépourvue de superflu. On note déjà une science des couleurs remarquable, ce gris, jaune et violet figurant la paille qui vient d'éteindre sur le blanc et noir de l'habit. C'est la décision d'un artiste intransigeant. Dans Les paysannes au travail, là aussi on pense à Millet, les glaneuses, deux travailleuses dans l'effort, baignées d'une lumière solaire et encadrées par les rayonnages du champ. La composition repose sur leurs jambes, littéralement, c'est un petit jeu, un petit numéro d'équilibrisme. La finesse du travail se retrouve jusque dans cette touche bleue sur le chapeau de l'une, absente de l'autre. Seurat vit une explosion créatrice, il cherche son style. Par sa volonté d'abstraction, il s'approche déjà de Cézanne sans forcément le connaître. Il a tout juste 22 ans et une forte personnalité artistique, car cet impressionnisme ne dure qu'un temps, le temps de l'apprentissage. Il y met un terme en 83 avec sa baignade Asnières. Dans ce grand tableau, il met en œuvre sa technique de reconstitution de la couleur par l'œil du spectateur. Seurat lu Michel Chevreul,
un chimiste français et sceptique qui s'est battu sa vie durant contre le spiritisme et autres charlatanismes de son temps. Ce scientifique découvre aussi un acide gras qui est à l'origine du savon de synthèse, mais surtout il publie en 1839 son étude de la loi du contraste simultané des couleurs qu'il a mis au point en tant que directeur des Gobelins, où on faisait de la teinture par exemple. Il recense 14 400 couleurs réparties sur un cercle chromatique, une couleur répondant à une autre. Plus tard, Seurat épluche aussi la théorie scientifique des couleurs d'Ogden Rood, un Britannique. Celui-là donne des exemples plus concrets avec de nouvelles méthodes de recréation de la couleur, celle de la lumière, celle de la matière organique, la décomposition des couleurs complémentaires comme le violet et le vert à la place du rouge et du vert. Une baignade désigne les bords de Seine où les animaux vont se rafraîchir. On y trouve des logements misérables et des usines au développement exponentiel. Les plus pauvres vivent ici, ayant été chassés de la capitale par gentrification. Cette banlieue fraîchement urbanisée va passionner les peintres comme Seurat. Leur laideur les attire bien plus que les destinations bourgeoises où se rendent les impressionnistes. Le peintre a rendu acceptable un lieu détestable, l'herbe est verdoyante, le ciel, pourtant chargé de fumée d'usine, a une texture douce et crémeuse. Ces nuages s'évanouissent dans un vert diaphane qui renvoie celui des arbres sur l'autre rive. Pourtant, ces prolétaires s'autorisent un moment de répit et leurs corps ne sont pas fatigués mais prélassés. Peut-être Seurat a-t-il voulu transformer ou plutôt sublimer ce paysage pour correspondre à un moment de détente ressenti par ses protagonistes. Ses contemporains montrent des jeux d'eau où des hommes bien nés font la cour à des femmes élégantes, non sans ironie. Lui choisit l'allégorie et dépeint des hommes exclusivement, leur visage à peine esquissé, et il s'en dégage néanmoins une expressivité recherchée et donc ambiguë. Ça appelle une interrogation. Les visages ont ici la raideur de la sculpture copiée en atelier. Paradoxalement, il dépersonnalise ces figures. Aussi applique-t-il des règles classiques. Le peintre donne sens à ces créatures. Ce sont des archétypes. Le petit halo de lumière qui les entoure achève de leur donner une présence irréelle. Personne ne communique, il n'y a pas d'interaction notable, il donne l'impression de refuser la situation, de refuser le loisir, ou bien quelque chose d'extérieur les dérange dans leur récréation. Ils regardent pour certains vers l'île de la Grande Jatte sur l'autre rive, où les notables viennent se divertir. L'un d'eux, un enfant, présente un dos déformé typique des enfants de syphilitique. Le peintre accentue ainsi le malaise ambiant. En 84, on refuse au salon cette baignade. Il l'expose alors au salon des indépendants. Aucun succès, aucun vrai commentaire dans la presse. Il y rencontre Odilon Redon, Henri Edmond Cross, et surtout il se lie d'amitié avec Paul Signac, seul véritable intime de Seurat. Réservé, peu bavard, pas mondain, il vit dans son atelier, il parle de peinture uniquement, c'est pas un personnage tumultueux, il vit dans les quartiers populaires, au nord de Paris. C'est un homme si secret que sa famille ne savait même pas pour sa relation avec une certaine Madeleine Knobloch, ouvrière de son état. Dans la vision européenne de l'histoire de l'art, la peinture s'émancipe de son sujet, allant du figuratif à l'abstrait, avec Cézanne et le cubisme comme point de bascule. Et Georges Seurat n'entre pas dans cette évolution. Trop tôt, trop tard, trop conservateur dans sa conception de l'art. Ce tableau pose problème. Un après-midi à la Grande Jatte n'entre pas dans les cases. C'est le pendant de baignade. On a les deux rives de la Seine. Les tableaux se regardent l'un l'autre. Ils font les mêmes dimensions et deux bateaux se trouvent sur les deux toiles. L'enfant de l'un a l'air de siffler le chien en bas à droite de l'autre. Seurat commence les deux toiles en même temps. La différence de style vient de ce qu'il passe un an de plus à achever le second. Il voulait le présenter à une expo, mais elle s'est vue annulée, donc ça lui a laissé plus de temps. Ce tableau se veut volontairement artificiel. La jupe violette au centre dessine une figure géométrique improbable. Tout le monde est raide, de profil, quasiment tout le monde. La femme en rose au centre adopte la position codifiée d'une princesse égyptienne. On est ici en représentation. On se montre comme aliéné par les conventions.
À force de scruter les détails de cette paisible composition, on se rend compte de tout ce qui ne va pas. Le petit singe a suscité des moqueries. Qu'une grande bourgeoise se promène avec, c'est pas possible. On en déduit qu'il s'agit là d'une mondaine au bras d'un notable parisien. Ce singe ironise sur sa prétention. La pêcheuse à gauche, elle semble angoissée, inutilement hiératique, et sa place ne respecte pas les règles de la perspective. Elle est bien plus petite que les autres personnages à sa hauteur. Le joueur de clairon, avec 2 soldats au loin, qu'est-ce que ça veut dire ça? S'éloigne-t-il? S'approche-t-il de lui? Pourquoi cet uniforme un dimanche? Ce coup de clairon dans le silence du tableau, voilà un beau coup de pied dans la fourmilière. En bas à gauche, la jeune femme est bien trop proche du canotier, et de l'autre jeune homme de bonne famille, leur relation n'a aucun sens. En outre, les divertissements d'un dimanche à la Grande Jatte sont éclipsés. On ne voit ni hôtel particulier, ni café-concert, et les activités nautiques se voient reléguées au second plan. Cette peinture, aujourd'hui, nous paraît bien sage. Elle subvertit pourtant les règles classiques et fait un pied de nez aux avant-gardistes. Rien de moins étonnant de la part d'un jeune homme qui fréquente les cercles anarchistes dont ses amis Pissarro et Signac font partie. Du reste, ça leur vaut la méfiance des impressionnistes. Toujours est-il que l'équilibre fragile des formes et des couleurs de cette toile lui confère un succès massif au XXe siècle. Sa fausse simplicité qui cache une formidable sophistication, ça interpelle immédiatement. C'est idéal pour illustrer une idée, un produit, un slogan. Le coup de pinceau a une infinité de variations, du pointillé divisé à la hachure épaisse. L'eau est peinte à la manière de Monet, avec très peu d'huile, de façon à ce que le granulé même de la toile dessine l'eau en absorbant la couleur. L'herbe est un entremêlement de vert, de jaune, d'orange, de rose. Les troncs d'arbres coulent comme autant de sève s'acheminant vers les feuilles. C'est bien la seule chose un tant soit peu sensuelle d'ailleurs dans cette composition. Il est intéressant de voir qu'il a peint ce même paysage sans le peupler de ses marionnettes humaines, et c'est visiblement pas une étude, c'est une œuvre à part entière. La superbe diagonale y prend toute son ampleur, ainsi mise à nu. Des paysages et des marines, il se met à en peindre peu après, en 85 à Honfleur ou Grand Camp. C'est une tradition l'été d'aller à la mer. Les peintres suivent leurs acheteurs potentiels qui eux-mêmes suivent l'avancée du chemin de fer en Normandie. Seurat marche dans les pas de Corot, Courbet, Monet. Il vient chercher la lumière de l'eau. Il s'intéresse à une mer calme et apaisante, si possible solitaire. De ces quelques toiles perce une mélancolie d'une rare intensité, avec ses couleurs sableuses, sa douceur lumineuse, sa froideur évanescente, la blancheur nacrée des nuages. Le bec du Hoc, c'est peut-être le plus incroyable. Il a une puissance tranquille qui sort de ce tableau dont les volumes naissent des contrastes. On note une très grande variété de couleurs qui pourtant ne choquent pas. Dans un équilibre irréel, se mélangent de longues traînées de couleurs dégradées sous une accumulation de petites touches de couleurs complémentaires, un travail d'orfèvre jusqu'à la bordure peinte pour mettre en valeur la composition. Ce bloc rocheux donne l'air de se dresser sous nos yeux, il prend place dans la diagonale, sa massivité lui confère la dignité d'un personnage sévère. On perçoit là assez frontalement l'idée selon laquelle le peintre ne pourra jamais représenter fidèlement le réel. Les symbolistes se pensent plus comme des traducteurs. Paradoxalement, Seurat s'attaque ensuite au portrait. On reproche à sa technique de ne pas rendre si fidèlement les visages, les limitant ainsi à un air fantomatique, figé. Sans doute est-ce la raison de la présence de la Grande Jatte sur le mur de gauche de poseuse, comme un pied de nez. Cette symétrie solide nous renvoie aux Trois Grâces, un motif antique
qu'on retrouve jusque sur le monument funéraire d'Henri II au Louvre. Seurat le connaissait forcément, il en a fait des croquis, il choisit de les séparer toutes les trois, psychologiquement et physiquement. Un halo se dessine autour des trois, leurs positions sont très différentes et bien peu sensuelles, il faut bien le dire. Ce sont trois modèles d'atelier qui se préparent, peut-être, ou qui attendent des indications, ou alors le travail est terminé. L'une se rhabille sans motivation, une grande lassitude se dégage de cette scène. Le tableau fait sensation en raison de ses dimensions surprenantes, 2 mètres sur 2 mètres 50. C'est une vraie pièce académique destinée au salon. Cette poseuse de dos, c'est la baigneuse Valpinson, d'Ingres, et elle semble contrariée, elle a l'air un peu bougonne. Est-ce que ce serait pas la grande jatte qui l'agacerait? Le moderne se moque subtilement du vieux monde. La poseuse au centre, désabusée, regarde directement le spectateur. On peut y voir Seurat jugeant la pudibonderie des milieux académiques, où les modèles féminins sont encore exclus. Le peintre lui a déformé les jambes, l'une part de travers, les deux sont légèrement trop longues. À ses pieds, il dispose des objets en bien grande quantité, autant de nature morte qui chargent la composition et qui quelque part rappellent l'attirail des personnages du tableau à gauche. Dans l'intimité, on s'extirpe de ce superflu. Le regard de cette poseuse rachitique devient subitement moins rêveur et plus sarcastique. Seurat dessine toujours de nombreuses esquisses, il dessine à la craie blanche sur la toile préparée, marron doré, puis recouvre la composition couche après couche avec des procédés classiques de matière pâteuse et de glacis dilués, un résultat innovant avec des procédés académiques. Par contre, il refuse qu'on vernisse ses toiles, il arrive que des marchands fassent vernir sans demander leur avis au peintre. Lui fait toujours la demande, il veut laisser la touche apparente. On ne doit pas oublier l'origine manuelle de la peinture, l'artisanat derrière l'œuvre d'art idéalisée. C'est une chose que l'académisme veut supprimer de son style. La peinture s'échapperait ainsi des basses réalités des mortels. Seurat efface le dessin de sa peinture. La couleur dévore littéralement toute la toile, or le dessin est l'ultime qualité d'un artiste. On faisait ce reproche à Manet déjà, qu'il fut soi-disant un médiocre dessinateur, et donc peignait n'importe quoi pour choquer les vrais peintres. Une vision qu'il suivra longtemps après sa mort. Georges Seurat, quant à lui, garde les notions d'équilibre, de clarté, de perspective, de beauté dans la simplicité. Et il expose aussi de magnifiques dessins, ce qui, quelque part, doit le préserver un peu. La parade, c'est ce spectacle gratuit devant les cirques pour faire patienter la foule. Ici, le spectacle paraît bien triste, nimbé d'une lueur nocturne et de personnages mystérieux. C'est un tableau pour le moins désarmant. Seurat use de codes classiques, encore, toujours. Ce sont des figures en représentation sur la scène et devant elle. Tout à droite, la file d'attente aboutit à un guichet où la lumière crue des becs de gaz déforme violemment les clients. Ils changent de lieu, ils changent physiquement. La perspective écrasée par cette structure verticale accentue l'enfermement de la scène. Le joueur de trombone est mis en avant, dans l'ombre, tout ce qu'il ne faudrait pas faire. Tout concourt à mettre en valeur le travail proprement hallucinant sur l'obscure clarté. C'est finalement ça le vrai sujet de ce tableau, la nuit.
Le cirque prend pour sujet un spectacle fréquenté par les milieux aisés. C'est une sortie chic dans des théâtres modernes construits sous le Second Empire, puis la Troisième République. Ici, en l'occurrence, ce serait la salle Fernando à 2 pas de son atelier, ouverte en 75, où les tarifs permettaient aux moins fortunés de se payer une place certains jours de la semaine. On ne la reconnaît pas forcément tout de suite, étant donné le parti pris esthétique du peintre, tout se voit symbolisé, syncrétique. Pour cette raison en partie, lors de son exposition, le cirque ne marque pas vraiment les esprits. C'est le chahut qui avait choqué l'année d'avant, on trouve ça alors hideux et inachevé. Le critique le moins acerbe parle de théorémisation à outrance. Ici, la lumière orangée artificielle permet à Seurat d'explorer de nouveaux horizons de couleurs chaudes, tout comme Degas le faisait dans son chef-d'œuvre Mademoiselle Lala. Le cheval et sa danseuse, c'est la force motrice de la composition, dont le mouvement contamine la toile. Les courbes infléchissent jusqu'aux formes du cheval, ils se fondent dans le mouvement, désarticulé, manipulé par le peintre pour le faire entrer dans sa vision de la scène. Le regard du chef vers la danseuse conforte cette idée de mouvement moteur. Du public émane une certaine étrangeté, les spectateurs semblent désabusés, ceux des gradins paraissent mal élevés, ils sont peu diversifiés et à mesure qu'on monte en gamme dans le prix des places, le public s'assagit et se diversifie, comme si les pauvres n'avaient pas le droit au bonheur ou comme s'ils refusaient ce bonheur superficiel-là, ils sont déçus. À ce bal de spectateurs, Georges Seurat adjoint la troupe qui vient fermer le tableau sous l'orchestre. C'était une tradition pour les circassiens de rester à côté de la piste, attendant leur tour ou assistant leurs collègues. En bas, le placement de ce clown interpelle le spectateur, nous voyons la scène à travers lui, une idée géniale pour insister sur l'ironie sous-jacente de ce tableau. Le style de Seurat se caractérise en fin de compte par une grande solennité, une spiritualité mêlée d'une suprême élégance. On ne doit pas oublier la poésie qui se cache derrière les procédés mathématiques. Ça reste de petites toiles peintes dans de petits ateliers, dans un intimisme imposé. J'y entends le silence, j'y sens la solitude, j'y vois l'instantané d'une existence. De pures harmonies formelles et consolatrices, il veut réviser le monde, le rendre plus acceptable et plus noble. Cette rigueur vise sans doute à dissimuler en partie la sensibilité du peintre et c'est ça qui va lui valoir ce manque de reconnaissance. Il fait preuve de bien peu de sensualité, d'un moralisme peu assumé et pas bien défini. Juge-t-il ces bourgeois au bord de la Seine? Est-ce de la mélancolie seulement? On navigue entre tristesse et ironie et il reste la virtuosité technique, certes, mais le cubisme et le fauvisme passent derrière et remettent tout ça à plat. Non, vraiment, Seurat n'a pas eu de chance. Durand Ruel, le marchand d'art des impressionnistes, va vouloir ajouter Signac et Seurat à son tableau de chasse, et il s'en désintéresse bien vite. Manet a pas l'air de voir l'intérêt du pointillisme, Degas n'a que des mots désobligeants, et Renoir décrète que ces petits jeunes n'ont rien compris. Malgré tout, Seurat et Signac partagent leur exposition d'art moderne à New York, mais retrouvent leur toile invendue. Qu'à cela ne tienne, ils exposent à Paris au 8e et dernier salon des impressionnistes. Enfin, la critique parle d'eux, tant en mal qu'en bien. Seurat se dit plutôt déçu, on l'ignore, rien de pire que l'indifférence. Théo Van Gogh achète un dessin de Seurat néanmoins. Vincent l'en félicite, ils ont tous les deux visité le peintre, le considérant comme un chef de file de l'avant-garde. Tous les ans, il expose au musée d'art moderne de Bruxelles avec les autres peintres de sa génération, dont Maximilien Luce et Henri Cross. Il expose régulièrement aussi à la Société des artistes indépendants dont il est membre. Lui et Signac ont droit aux honneurs de la Revue des hommes d'aujourd'hui, après que le président de la République, Sadi Carnot, témoigne de son intérêt pour le pointillisme. Le contenu de ces revues s'avère assez approximatif, voire mensonger. Seurat se fâche avec la connaissance à l'origine de ces papiers et il meurt à 31 ans de diphtérie maligne. Son fils meurt peu après en bas âge. L'œuvre de Seurat est vite reproduite dans les ateliers,
de son vivant même. Un chef-d'œuvre comme Parade, par contre, est resté 20 ans à vendre à Paris, avant que le MoMA n'en fasse l'acquisition pour son ouverture. Entre 1900 et 1930, toutes les toiles de Seurat sont achetées par des collectionneurs privés américains, britanniques. Une copie du cirque entre au Louvre en 1924, presque de force par un don posthume d'un de ses collectionneurs, John Quinn. On fête le centenaire de la naissance de Seurat à Chicago et à New York en 1959. En France, rien.